très heureuse d'être ici aujourd'hui et je pense qu'on va avoir un débat assez interdisciplinaire par la suite. Pendant les 40 minutes qui suivent, je vais essayer de rester dans les temps. Je vais donc parler du lien qu'entretiennent les médias avec la catastrophe, tout en discutant la question des mémoires collectives et, si j'ai le temps, aussi l'écriture de l'histoire. Je pense que l'introduction a déjà passablement résumé en fait où je me situe scientifiquement parlant, mais peut-être pour dire que originairement j'ai fait mes études en Allemagne et en France, mais plutôt en Medienkultur, donc c'est un peu ce que c'est la culture médiatique ou médiaculture en France, mais pas exactement. Donc toujours l'enchevêtrement entre médias, culture et surtout les technologies, mais au sens large du terme. Donc pour nous, un média, ce n'est pas uniquement les médias de masse, ça peut être tout autre dispositif technologique qui nous intéresse dans la constitution même d'événements aussi de mémoire collective et d'autres phénomènes sociaux. Mais on peut en discuter volontiers à la fin de ma présentation. Donc aujourd'hui, je souhaite présenter certaines réflexions qui sont issues de mes travaux de recherche réalisés durant ces dernières années, soit les cours, les cours magistraux, soit les ouvrages précités ou les articles. D'ailleurs, sur Fukushima, c'était coécrit avec Chloé Roslet, juste pour dire que ce n'était pas moi qui l'ai écrit seul, l'article. Et je propose une tentative de compréhension de la catastrophe par, avec et à travers les médias, en me concentrant aujourd'hui principalement sur la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Et cette présentation se divisera en deux parties, dont la première sera peut-être un peu plus longue que la seconde. Alors la première, le temps de la catastrophe, mais qui est parfois déjà souvenir. Donc, je vais m'expliciter par la suite sur cette question. Et puis, dans un second temps, le temps du souvenir, qui fait en quelque sorte continuer la catastrophe. Donc, le temps de la catastrophe. Donc, s'interroger sur le lien entre médias et catastrophe peut amener à des analyses assez diverses, si on accepte le large éventail de ce que ça peut être une catastrophe. Apocalypse du passé et du futur ont innervé depuis longtemps les fictions télévisuelles et cinématographiques, et je pense que de toute façon, vous en avez passablement discuté au sein de ce séminaire. Donc le changement climatique comme catastrophe en venir ou encore les risques liés à la finance ou à l'énergie nucléaire font partie des potentiels et réalités catastrophiques du passé, mais également du futur. Les discours médiatiques d'information, mais également de fiction, et j'y viendrai à la fin de ma présentation, participent à la co-construction de ces risques et occupent ainsi un rôle d'information, mais aussi de sensibilisation, important au sein des sociétés démocratiques, tout en courant eux-mêmes le risque de produire des non-événements et parfois aussi des non-catastrophes. Ça aurait pu être aussi un sujet uniquement pour aujourd'hui, mais je vais quand même me référer à l'idée que ce sont des catastrophes dont je parle. Donc la catastrophe a toujours été une affaire médiatique. La François Walter et les autres vidéos, j'ai un peu regardé pour faire des liens avec les précédentes présentations. Il en fait mention dans son ouvrage Catastrophe, notamment dans le chapitre qui s'intitule « La fonction sociale de la médiatisation », où il souligne en fait déjà le potentiel d'instrumentalisation politique de la catastrophe au XVIIIe siècle. Il parle des gazettes, etc. Et puis bien évidemment, depuis l'arrivée des médias de masse, cette donne se complique. Donc les catastrophes médiatisées, notamment par la presse, par la télévision et aujourd'hui aussi Internet. Je reviendrai un peu sur ce qui s'est passé en janvier 2015, tout en étant relativement prudente, bien évidemment. Les catastrophes sont approchées la plupart du temps dans les médias. C'est très très rare que quand on parle de catastrophes, qu'on ne parle pas d'événements. Donc c'est toujours dans les discours médiatiques une jonction entre les deux. Car de facto, la catastrophe et l'événement sont quasiment indivisibles quand nous avons donc affaire au discours médiatique. Ceci est surtout le cas pour les catastrophes naturelles, mais aussi pour d'autres catastrophes. Je parlerai un peu aussi des crises financières tout à l'heure. Donc si l'événement est souvent conçu comme étant une rupture dans l'ordre des choses, l'événement catastrophique médiatisé conjugue deux formes d'expériences distinctes, sur lesquelles aussi je vais revenir. D'une part, celle des témoins qui sont sur place, qui parfois sont médiatisés, ou encore celle des publics qui accèdent via des récits audiovisuels. La plupart des catastrophes auxquelles on a accès, bien sûr, par une forme de médiation, que ce soit en histoire, par les historiens, la littérature, etc., mais aujourd'hui, parfois même en direct, par les discours médiatiques. Pour le dire avec d'autres termes, une des formes catastrophiques contemporaines peut être vue comme un temps du direct télévisuel médiatisé et mondialement partagé. En septembre, je pense que chacun s'en souvient, c'était
vraiment l'apogée en fait de ce qui s'est passé en termes aussi d'évolution technologique depuis les années 90. J'y toucherai aussi un mot tout à l'heure. Quand la catastrophe a lieu au moment même de sa diffusion médiatique, ce qui a été le cas le jour du 11 septembre 2001, ou encore lors des événements de Charlie Hebdo en janvier 2015, cette expérience se confronte à une difficulté pour les journalistes d'en délivrer un récit intelligible et ordonné. Ça a été déjà mentionné en introduction. Donc le temps de la catastrophe existe depuis un moment, bien évidemment, et les autres invités de ce séminaire ont déjà livré des réflexions très intéressantes sur l'étymologie de la notion, ses métamorphoses dans l'histoire culturelle. Donc je renvoie à François Walter, où j'ai pu regarder la vidéo, ou encore ces manifestations explicites et implicites au théâtre. C'était Elisabeth Angèle Pérez. Donc je ne vais pas revenir sur l'étymologie, etc., sur la catastrophe. Je pense que vous en avez passablement parlé. Donc le premier temps de la catastrophe sur lequel je vais me concentrer et dont je souhaite parler est le moment où elle a lieu, à savoir ce laps de temps durant lequel elle se dessine, où ces temporalités se déploient. Dans cette première partie, je dégagerai dans 4 mécanismes médiatiques, j'ai intitulé ça comme ça pour aujourd'hui, qui se laissent apercevoir quand les médias font catastrophe, tout en soulignant les hétérogénéités et divergences qui s'y glissent. Mais il y a des mécanismes qui reviennent constamment, peu importe de quelle forme catastrophique en fait on parle ou laquelle est médiatisée. Le premier mécanisme, c'est le fait de montrer. Donc on cherche à montrer des images, à rendre visibles, bien sûr aussi par le récit et par le langage, mais les médias s'intéressent principalement, en tout cas le média télévisuel, à l'image logiquement. Ou ce qu'on a un peu intitulé ou pensé aussi comme une recherche de la singularité. Chaque fois, les journalistes, en fait, quand ils sont en rédaction, les images arrivent, des agences de presse essaient de trouver l'image qui marque et condense peut-être le mieux ou montre le mieux, en fait, l'événement en question. Donc les médias audiovisuels se nourrissent des images et en sont capables de les diffuser à une échelle large, depuis notamment l'évolution en fait dans les années 90, mais déjà années 80, des chaînes d'information continuent. On parlait aussi de la CNNisation en fait des médias. Et certaines catastrophes sont de nature médiagénique, c'est-à-dire qu'elles peuvent délivrer des images qui s'insèrent dans un régime visuel naviguant entre une esthétique choquante et un spectaculaire cruel. On se souvient de Stockhausen qui avait dit que le 11 septembre c'était la plus belle œuvre d'art qu'il ait jamais vue et qu'il a dû s'excuser par la suite. Mais qui pose ainsi également la question d'une déontologie journalistique qui doit connaître ses limites entre ce qui est montrable et ce qui ne devrait pas l'être. Parmi ces catastrophes figurent celles dont les images s'imposent de façon quasi instantanée, telles que les catastrophes naturelles, les dégâts qu'elles causent et leurs conséquences sanitaires. Les tsunamis, les ouragans ou encore les tremblements de terre en sont des exemples, permettant aux médias de mettre en récit des images qui parlent d'elles-mêmes et qui semblent être au plus proche de ce qui arrive. En journalisme, on parle ici couramment des images qui marchent bien. Dans les rédactions des travaux sociologiques qui existent sur, moi, ce n'est pas mon sujet principal, mais je m'interroge sur ce que font les sociologues qui sont dans les rédactions en fait, journalistiques et qui observent comment il y a des réactions aux images, etc., dans la production de faire. Donc, c'est des images qui fonctionnent bien et qui sont médiagéniques et puis ça marche tout seul parce que la plupart du temps, l'image parle d'elle-même. Donc, bien évidemment, elles sont également choisies pour attirer un lectorat ou des téléspectateurs. Donc, elles jouent logiquement un rôle économique très important dans le système médiatique. J'ai juste donné ici un exemple dans ce premier mécanisme de montrer, donc quand une catastrophe s'impose. Ici, vous voyez une photographie AFP de l'ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans, et puis les conséquences qui vivent par la suite. La guerre, comme forme catastrophique, fait également partie de ces images qui marchent, mais le mécanisme du montrer est souvent beaucoup plus complexe, comme il s'insère dans un contexte politique ou géopolitique autre que les catastrophes naturelles. Les images de la catastrophe s'insèrent ici souvent dans ce que l'on appelle la guerre des images, dans notre jargon, donc des images qui communiquent entre elles et deviennent partie prenante de l'action. Mais l'image, souvent sous forme de photographie ou encore d'enregistrement audiovisuel, a surtout la fonction de preuve ou de trace. En ce sens, il est important de souligner, et je cite Philippe Dubois ici, que l'image peut être vue comme une preuve d'existence et ne signifie pas toujours preuve de sens.
Donc c'est l'attribution de ce dernier qui devient assez important, et la plupart du temps, ce sont les médias qui attribuent du sens via le langage verbal, ou encore en essayant de trouver les symboles de la catastrophe. Si le symbole n'arrive pas de lui-même, ce qui était le cas du 11 septembre 2001, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, les journalistes essaient parfois aussi les amateurs vont proposer des prises de vue qui permettent de contracter l'immensité de la catastrophe sous forme d'images ou de formules symboliques. Cette recherche du symbole contractant, qui condense en fait l'événement ou aussi la crise ou la catastrophe, est notamment présente quand la rupture événementielle de la catastrophe ne se dévoile pas pendant un moment précis, de façon tangible, ou encore quand personne n'a enregistré l'événement au moment où il a eu lieu. C'est la catastrophe aérienne qu'on a eue il y a quelques jours. C'est un peu ça, on n'a aucune trace d'information à part bien sûr les boîtes noires et puis les traces qui restent. Donc c'est là la capture de l'événement même, voilà, on n'y accède pas. Donc c'est un de ces exemples-là. Ce qui pose pour les médias un véritable problème de visibilité. Donc, les accidents nucléaires, la crise financière qui est devenue économique, mais également la catastrophe écologique, ils en font partie, tout comme la récente crise, je mets entre guillemets crise des migrants et réfugiés, je ne suis pas exactement d'accord avec la notion de crise. Donc comment rendre visible une catastrophe qui, ne propose pas d'image, ce que Romano appelle le primso, il utilise le terme allemand Ursprung de l'événement, autrement dit, quand les émanences ne sont pas physiquement visibles en tant que telles. Donc quand on se souvient de ce qui s'est passé à Fukushima, ce qui se passe dans les réacteurs, la plupart du temps, ça passe par simulation. On n'a pas accès, ou quand il y a les crashs financiers, pareil, ça nous est amené par simulation. Ou encore, comment rendre visible quelque chose qui dure, dans le temps. Voilà, donc là aussi, les médias, les journalistes ont tendance à montrer souvent les images stéréotypées. Ils essaient de contracter l'immensité de l'événement d'une façon ou d'une autre. Ou encore, troisième cas, dont les conséquences sont encore à venir. Donc on dit un enchaînement catastrophique. Donc il y a aussi parfois anticipation de futures catastrophes dans les discours médiatiques. Et puis dernier point, comment donc rendre visible une catastrophe? Donc on n'est pas certain qu'il s'agit d'une catastrophe. Bien évidemment, quand on parle de la guerre en Syrie, les médias utilisent la notion de catastrophe et ils en enchaînent pour dire que ce qui en résulte, c'est une crise des migrants. Et bon, là, c'est peut-être on peut en débattre plus tard, mais voilà, c'est surtout les discours médiatiques qui, du coup, vont utiliser la notion de crise qui en émane. Mais bon, ça fait déjà quand même un moment qu'on sait qu'il y a des réfugiés qui quittent la Syrie. Donc, souvent, bien évidemment, avec un vocabulaire spectacularisant ou événementiel. Donc les médias confondent d'ailleurs très souvent crise avec catastrophe, donc, dans les discours journalistiques. La catastrophe est plutôt de l'ordre du visible, et la crise plutôt invisible et latente, mais on va quand même essayer de la rendre visible pour qu'elle soit médiagénique et puis pour qu'on puisse en parler et la montrer. Donc c'est un peu une ambivalence dans les discours médiatiques. Dans le cadre des médias, dans tous les cas, la crise est plus difficilement montrable que la catastrophe. Cependant, l'une peut être l'indice de l'autre. Dans cette quête de la représentation symbolique des catastrophes, les médias ont souvent recours à une mise en scène stéréotypée des événements, au niveau du vocabulaire tant qu'au niveau des images évoquées. Il y a souvent une mise en avant des victimes, par exemple. Je donne ici juste voilà, cette image qui était virale. Je reviens sur la mise en boucle médiatique des catastrophes. Donc cette image de Fukushima qui voilà, a fait le tour, qui semblait condenser en fait tous les désastres en une seule prise de vue. Donc ça c'est juste un exemple. La plupart du temps les médias essaient de fonctionner ainsi. Je vous ai montré ici aussi un exemple des crises financières, des chocs financiers. Ça, c'était ce qu'on appelait un flash crash en 2006, où pendant un laps d'un même pas millième de seconde, la software n'a plus fonctionné. On avait l'impression qu'il y a une chute des bourses, on ne comprenait rien, mais en fait, c'était juste un incident informatique, mais qui, en termes de mise en scène, ressemble à ce qu'on connaît déjà aussi des années 60. Donc, on a recours... finalement, la finance, le temps de la finance n'est plus du tout le même des années 60, mais les médias ont recours à la même représentation quand il s'agit de catastrophes. Donc là aussi, il y a une généalogie assez intéressante à faire. Et puis, il y a aussi cette contraction symbolique, ou encore l'essai de la contraction symbolique, qui peut parfois aller trop loin, comme le montre un autre exemple très récent, c'est le petit garçon syrien noyé sur la plage. Et là, je voulais juste vous montrer un exemple d'une une allemande,
c'est les Potsdamer Neueste Nachrichten, qui ici ne publie pas la photo, mais qui titre une photo als Anklage, ça veut dire une photo comme accusation. Et puis qui en bas, en fait, écrit, je vais essayer de le traduire rapidement, cette image, elle se brûle en fait, elle s'emprègne, elle choque, elle bouge le monde, elle touche le monde, montre en fait le cadavre d'Aylan Kurdi qui a 3 ans sur la plage de Bodrum en Turquie. Avec ses parents, le garçon s'était enfui de la guerre et de la destruction en Syrie en direction de l'Europe. Et cette image représente en fait les milliers d'enfants réfugiés qui se sont noyés dans la Méditerranée. C'est un symbole de la catastrophe et de l'échec de l'Europe. Et puis après, il renvoie vers l'article à l'intérieur du journal. Et ici, ce qui est intéressant, on ne voit pas l'image. Et puis ce carré noir fait peut-être référence, mais bon, je ne suis pas encore rentrée en détail sur la question au carré noir de Charlie Hebdo, sur lequel je reviendrai. Mais ici, surtout, en fait, on voit l'image tout de même. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a non seulement condensation par l'image, mais le journal a décidé de ne pas le publier. Tout de même le montre par le langage, parce que tout le monde l'a vu circuler. Donc il y a ici un jeu assez intéressant entre absence et présence de l'événement catastrophique, et peut-être rajoute encore une couche ici de signification supplémentaire. Donc ce qui m'amène vers le second mécanisme des médias en temps de catastrophe, c'est la mise en boucle, qui bien sûr se voit effrénée depuis l'avènement du Web 2.0, etc. Ce qu'on peut appeler mise en boucle, mais aussi viralité. Donc la catastrophe, en quelque sorte, tourne en rond. Ça n'a pas commencé avec le 11 septembre 2001, mais je pense que c'est devenu très visible ce jour-là, bien évidemment, avec la mise en boucle des images dont je vais montrer certaines, mais tout le monde s'en souvient de toute façon. On n'a pas toujours besoin de tout montrer. Donc les mêmes images et mots sont constamment répétés et circulent dans les discours médiatiques. Charlie Hebdo, c'était notamment bien sûr le « Je suis Charlie », mais aussi la capture, la vidéo en fait qui est devenue virale, qui montre les frères Kouachi tirer sur le policier par terre. Je reviendrai tout à l'heure rapidement sur ça. Donc la question de la mise en boucle de certaines images et phrases n'est plus du tout une nouveauté, mais peut-être pour donner l'exemple des événements de 2015, un article que je viens de terminer qui analyse en fait 1017 une internationale du 8 janvier. Donc je peux vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais qui en fait concerne 1017 une. Sur des 1017 une, il y en a 654 en fait qui parlent d'événements de Charlie Hebdo. C'est une nord-américaine vraiment de tous les continents, etc. Et sur ces unes, on voit le slogan « Je suis Charlie » qui est repris, d'une part, mais aussi les captures d'écran de la vidéo qui est devenue virale que je viens de préciter. Donc, sur ces 654 unes que j'ai analysées du 8 janvier 2015, 70 montrent cette capture d'écran et qui la mettent au premier plan. Je vous montre tout à l'heure les unes de cette vidéo, les captures d'écran, donc qui sont reproduites en une dans les journaux. Voilà. C'est Jordi Mir en fait.